Bonjour à tous, donc je m'appelle Cédric Robert, kinésithérapeute sur Marne-la-Vallée et formateur au sein de l'INK. Je vais vous parler aujourd'hui de la tendinopathie d'Achille et de la course à pied, des liens qu'on peut avoir finalement entre les deux, de voir comment la course à pied peut déclencher tout un tas de contraintes qui peuvent finalement augmenter notre symptomatologie, ou inversement, comment la course à pied peut aussi finalement être une façon de prendre en charge notre tendinopathie d'Achille et d'aider à améliorer notre symptomatologie. Donc un petit rappel sur la tendinopathie. C'est quoi une tendinopathie? On le sait, c'est une surutilisation d'un tendon par rapport à ses capacités. Alors on emploie beaucoup le terme surutilisation, mais il n'y a pas que de la surutilisation. C'est le facteur principal, c'est le facteur qui va générer le plus de contraintes, le plus de problématiques pour nous kinés. C'est ce qu'on va devoir adresser en premier. Mais on a d'autres facteurs, par exemple malheureusement l'âge du patient. On sait que plus les années passent et moins nos tendons ont une capacité à se régénérer, à pouvoir récupérer intégralement. C'est à prendre en compte, ça permet de moduler peut-être aussi un petit peu nos attentes. C'est sûr qu'un sportif, même de très bon niveau, malheureusement, à 60 ans, il aura peut-être une récupération qui sera un petit peu moins rapide et un petit peu moins complète qu'un athlète, peut-être d'un moins bon niveau, mais qui aura 20 ans. On a plein d'autres facteurs aussi, malheureusement, le tabac qui joue, des inflammations systémiques, la sédentarité, des prédispositions génétiques, et on sait aussi qu'un petit pourcentage de tendinopathie viennent de contact direct, de traumatisme. Ça arrive par exemple, un footballeur qui prend un tacle par derrière en plein sur son tendon d'Achille, il prend un gros coup de crampon, ça peut donner une tendinopathie. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Ce qu'on sait aussi, ça c'est une étude de Gewolf qui est sortie ces derniers jours, elle nous a fait ce petit tableau qui est très intéressant. On parle encore une fois beaucoup de surutilisation, mais cette surutilisation, à un moment, elle va donner un petit symptôme inflammatoire. Il va y avoir une micro-inflammation. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. La tendinopathie n'est plus considérée comme une inflammation, c'est pour ça qu'on n'emploie plus trop le mot tendinite. On a une publication de JOMA qui a fait une grosse revue de littérature et qui nous a montré qu'on a moins de 3% des tendinopathies qui sont réellement inflammatoires. Toutes les autres, on a une petite inflammation, vous allez faire un effort important, il y a une inflammation, si on a été un peu trop intense, un peu trop optimiste, on a une petite inflammation qui a duré 24-48 heures, mais c'est réversible spontanément. Ça n'en fait pas une pathologie inflammatoire, c'est juste un petit truc. Vous allez faire de la musculation, votre muscle aussi va avoir des petits phénomènes inflammatoires qui vont se produire à l'intérieur. Par contre, cette micro-inflammation, on sait qu'elle peut donner une hypervascularisation et que cette hypervascularisation, elle va, elle, déclencher les phénomènes douloureux et que quand on a cette hypervascularisation et qu'on repart sur de la surutilisation, c'est un peu un cercle vicieux, une boucle. Il faudra sortir de cette boucle. Pour nous kinés, pour être pratico-pratique, au quotidien, ce qu'il faut regarder, c'est votre patient, il fait un effort, est-ce qu'il y a un petit phénomène inflammatoire derrière ou pas? S'il y a ce petit phénomène inflammatoire, finalement, c'est que l'effort était un peu trop intense. Et pour nous, ça, c'est un bon indicateur, c'est un bon marqueur que le patient devra s'approprier en auto-rééducation, de se dire, si ta douleur, elle se prolonge plus d'une heure ou deux après ta séance de course, c'est que tu as été un peu trop intense pour l'instant, et que du coup, il faudra faire un petit peu plus attention la prochaine fois et être un petit peu moins optimiste, peut-être courir moins longtemps ou courir moins vite. On va voir tous ces autres facteurs. La tendinopathie, ce qu'il faut comprendre, ça on le sait depuis un peu plus d'une dizaine d'années, grâce à Jill Cook, chercheuse australienne. Gewolf, donc celle qui nous a montré le petit cercle vicieux, a aussi fait une publication là, qui est sortie il y a une quinzaine de jours là-dessus. Un tendon normal, c'est un tendon qui se situe entre deux zones. Une zone où on le sollicite pas assez. Un tendon qu'on met au repos, c'est un tendon qui se déconditionne. C'est comme quand vous envoyez Thomas Pesquet dans l'espace, il n'y a plus de gravité, finalement, il perd de la densité osseuse, il perd de la masse musculaire. Un sportif à qui vous dites, tu t'arrêtes, c'est un sportif qui perd des capacités au niveau de son tendon. Quand il perd ses capacités, du coup, quand il va vouloir retourner au sport, la marche à gravir, la montagne à gravir, elle va être encore plus grande. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est n'arrêtez pas vos sportifs, modulez la douleur, modulez l'effort, mais les arrêtez pas, parce que quand on arrête un sportif, ses tendons ils se déconditionnent, et là on se retrouve avec un sportif qui est encore plus loin du retour au sport. Donc on a d'un côté, on s'arrête, on a un tendon qui se déconditionne, et de l'autre côté, on travaille un peu trop, et on a un tendon qui va être
dans le process de surutilisation. Et nous, ce qu'on veut, c'est se retrouver toujours entre les deux. Tant qu'on est entre les deux, c'est assez facile de passer d'un état à l'autre. Par contre, quand on commence à trop forcer vers la surutilisation, on passe d'une tendinopathie dite réactive, c'est-à-dire qu'il a des symptômes mais qui peuvent revenir à la normale très facilement. Et si on insiste sur ce côté réactif, on commence à avoir des anomalies de réparation et on tombe sur une tendinopathie qui devient dégénérative. D'un point de vue clinique, sur un tendon d'Achille, plus vous avez un tendon à la palpation qui va être très épais, très infiltré, vous savez, normalement un tendon d'Achille, c'est un petit cordon qui est très fin. Si vous commencez à avoir un tendon qui est très épais, c'est qu'on est sur une tendinopathie qui est dégénérative. Ça, on voit ça souvent sur des gens qui commencent malheureusement à prendre un petit peu d'âge, qui ont une belle carrière sportive, où vous avez un tendon qui va être très épais, très dur à la palpation. On peut ramener ces patients-là sur une forme de non-douleur, mais ce sera un petit peu plus compliqué et on n'est pas sûr qu'ils ne récidivent pas un petit peu plus facilement. Donc retenez de ça, un tendon c'est vivant, ça s'adapte et ça peut se déconditionner et ce qu'on veut c'est surtout éviter le déconditionnement. Pourquoi on va vous parler de course à pied un petit peu? Enfin, je vais vous parler de course à pied parce qu'on estime qu'aujourd'hui on a à peu près 13 millions de Français, 12-13 millions de Français qui courent régulièrement. Alors, on ne les classe pas tous en athlètes course à pied, mais on a beaucoup de coureurs qui sont un footballeur qui va faire de la course à pied pour s'entraîner au sprint. Ça peut être un judoka qui s'entraîne parce qu'il pense qu'il va travailler son cardio comme ça. On a énormément de gens qui courent. La stat qui est intéressante, c'est qu'on sait que 50 à 90% des coureurs se blessent chaque année. Alors, pas tous au tendon d'Achille, mais ils se blessent. On sait aussi qu'il y a une relative bonne parité entre hommes et femmes dans la course à pied, majoritairement des gens de moins de 40 ans, et surtout majoritairement des gens qui courent sans être encadrés, sans être dans un club, sans avoir un coach, et donc qui vont peut-être faire des erreurs d'entraînement parce que ils se disent après tout courir c'est pas compliqué, je prends une paire de baskets, je vais courir, sans forcément avoir certains codes. Donc on voit qu'on a certains athlètes qui courent. Teddy Riner court très très bien. Là, il était sur un 10 km par son sponsor sur Paris. Lui, quand il ne se blessait pas en ligne droite, il arrivait de temps en temps à courir correctement. Bon, malheureusement, il a fait une carrière. Et on a tout un tas d'autres Français qui courent avec un talent plus ou moins marqué. J'adore les photomontages, donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos amis. Et je les incorporerai dans une course. Vous verrez, c'est assez sympa et assez facile. Pour revenir à nos moutons, la tendinopathie d'Achille, c'est la deuxième pathologie la plus fréquente chez le coureur. Ça représente à peu près 10% des coureurs et on estime que 24% des sportifs feront une tendinopathie d'Achille au cours de leur pratique, au cours de leur carrière sportive, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Donc quasi un quart des gens qui font du sport vont faire une tendinopathie d'Achille, principalement à la course. Pas oublier que ça peut toucher aussi des enfants. Parce qu'on a souvent dit c'est une pathologie d'adulte, mais que les enfants, les ados, peuvent faire aussi une tendinopathie, même si majoritairement ils feront peut-être plutôt une maladie de Sever, mais la physiopathologie est très très proche. Donc, allez, quelques points. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien entre différentes situations de cheville et la tendinopathie. Ce qu'on retrouve chez les patients qui ont une tendinopathie d'Achille, quasi invariablement, c'est qu'il y a une perte de force, une perte d'endurance, une perte de tolérance à la vitesse dans la loge postérieure. C'est des gens qui ont un mollet qui est moins costaud, qui va être capable de reproduire moins d'efforts. Petite nouveauté un peu de 2025 aussi, ils se sont rendus compte qu'on avait aussi une grosse inhibition corticale, souvent dans le jumeau latéral. Ça, c'est le truc, c'est que vous pouvez tester ça. Demandez à votre patient de se mettre un petit peu en rotation interne de hanche, de monter sur la pointe du pied, et puis peut-être qu'il ne va pas y arriver. Alors que s'il met son pied bien dans l'axe du corps, qui monte, il y arrivera. On a une inhibition donc dans les gastrocs latéraux qui sera à prendre en charge. Je vous ai fait deux blocs. Le bloc du haut, on va dire que c'est un bloc qui va s'adresser surtout aux tendinopathies corporéales. Corporéales, c'est quand on a mal vraiment au milieu du tendon. Donc sur le tendon d'Achille, vous palpez le tendon, quelque part au milieu, vous êtes sur le corps du tendon. Le bloc du bas, il s'adresse plutôt aux anthésopathies. C'est le patient qui va vous décrire une douleur à la palpation qui se fait vraiment sur le calcanéum. Donc une insertion très basse au niveau de l'os. Et là, à ce niveau-là, par contre, on sait que les tendons, ils n'aiment pas du tout les compressions. Donc quand on a de la flexion dorsale de cheville, on a un tendon qui vient se comprimer contre l'os, et là, le tendon, il devient douloureux. Quand il est en phase d'appui, donc le moment où on appuie sur une jambe et l'autre jambe elle passe de l'arrière vers l'avant,
plus il s'écroule sur la jambe, plus il s'effondre sur la jambe, et plus on va avoir des contraintes. À la limite, c'est le patient qui va vous dire « j'ai pas trop mal quand je monte les escaliers, par contre quand je descends un escalier, au moment où j'ai de la flexion de cheville, c'est un petit peu plus douloureux ». La corporéale, montée d'escalier, l'anthésopathie, descente d'escalier, pour faire un petit peu simple et un petit peu très résumé. Un lien qu'on peut oublier aussi un peu, ça a été débunké depuis très longtemps, depuis le début des années 80, on vous a souvent dit, fais attention, si tu as de la pronation de cheville, tu vas tirer sur le tendon, tu vas créer des douleurs. Début des années 80, 82, 83, on a commencé à avoir des études qui nous ont dit, il n'y a pas de lien. 2014, Brad Neal, qui a fait aussi une bonne revue de littérature, qui nous a dit, la pronation, on en retrouve un peu éventuellement sur des périostites, mais sur la tendinopathie d'Achille, c'est pas inexistant, mais c'est mineur. Quand vous avez une grosse pronation, vous avez 2-3% de chance de plus de faire une tendinopathie d'Achille. C'est très négligeable. Il a une très belle pronation sur la photo de gauche aussi au passage. Facteurs de risque. On a une revue de littérature qui est bien et qui nous montre qu'on a beaucoup de facteurs de risque auxquels nous, on ne pense pas en kiné. Par exemple, fluoroquinolone, c'est un antibiotique. Ils ont trouvé qu'il y a un délai entre les transplantations cardiaques et les prises de fluoroquinolone qui peut jouer. L'alcool peut en être un. Nous, ce qui nous concerne plus dans nos facteurs de risque, et c'est là qu'on va faire le lien avec la course à pied, c'est qu'on a les entraînements par temps froid, la diminution de force des fléchisseurs plantaires, la diminution de la propulsion en phase d'appui, tout ça c'est de la faiblesse de la loge postérieure, et quand on a un appui plutôt partie latérale du pied, alors bizarrement on n'est plus sur la pronation, mais on serait peut-être plus sur de la supination, c'est peut-être plus un facteur de risque. Et bien sûr le surentraînement. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'on parle de course à pied? On va y arriver, j'arrive. On va juste se rappeler un petit peu les différences, qu'on a deux situations. À gauche, un patient qui est en train de s'écrouler sur sa phase d'appui. On voit qu'il a ici une flexion de cheville qui est de l'ordre de 30-40 degrés. Ce qu'on attend normalement chez un coureur, c'est 10-15 degrés quand il est en phase d'appui. Dès qu'on a une cheville qui commence à fléchir un peu plus, on va comprimer le tendon et on sera peut-être sur des situations d'anthésopathie. À l'inverse, de l'autre côté, on a une coureuse qui est en attaque avant-pied, c'est-à-dire que c'est comme si elle courait tout le temps sur la pointe du pied. Et là, le corps du tendon, il va être soumis à beaucoup de contraintes, beaucoup de traction. Et on sera plutôt sur une tendinopathie qui sera corporéale. Donc la course à pied, c'est quoi? La course à pied, c'est un mouvement qui est très cyclique. On reproduit, à peu de choses près, tout le temps le même mouvement. Et les tendons, ils n'aiment pas ça. Alors des fois, le réflexe qu'on a, c'est de se dire, ok, on lui dit arrête de courir et puis va faire du vélo. Le vélo, finalement, c'est encore plus cyclique que la course à pied, parce que là, on est vraiment calé sur la machine et on reproduit exactement le même mouvement tout au long de notre sortie vélo. Et ça, les tendons n'aiment pas. On va voir que notre tendon, dans la course, les contraintes peuvent apparaître sur plein de séquences différentes de la course. Sur l'attaque du pied, quand on attaque talon comme ceci, on a assez peu de contraintes sur le tendon d'Achille. Quand on attaque avant-pied, la vidéo arrive, là on voit que le talon ne touche pas le sol, donc on est en traction permanente, et à l'attaque, effectivement, ça c'est une situation qui va solliciter un petit peu plus votre tendon. Quand on est en phase d'appui, à droite, notre monsieur, avec ses magnifiques spartiates, c'est lui qu'on a vu en photo juste avant, il a une belle flexion dorsale de cheville, donc là on fait de la compression de tendon, et on est sur de l'anthésopathie. À gauche, on va rester avec une cheville qui ne s'écroule pas d'angle qui augmente, et donc on sera un peu plus sur une corporéale. L'influence de la vitesse à la course, la majorité des coureurs qu'on a, quasi tous les coureurs, pensaient que plus de 80% des coureurs, des gens qui courent, ont une attaque talon. Par contre, quand on les fait courir vite, alors vite, on estime que c'est au-delà de 16 km/h, il y a de très très fortes chances pour que les gens passent en attaque sur l'avant du pied. Donc des fois, on va faire notre analyse de foulée, on va regarder un coureur, puis on va se dire, là, ok, il court tranquille sur le tapis dans mon cabinet, il est en attaque talon. Et puis on ne comprend pas trop bien pourquoi on a une symptomatologie un peu classique d'une tendinopathie corporéale.
Bah, faut juste lui poser la question, est-ce que par hasard tu ne ferais pas des séances de vitesse quand tu t'entraînes? Et là, il va dire, ah bah oui, je fais du fractionné. Fractionné, c'est-à-dire qu'il va faire sur des temps très courts des séquences où il va avoir beaucoup de vitesse. Et c'est au moment où il va faire ces séquences de vitesse bah, qu'il va passer en attaque sur l'avant du pied. On sait que quand il sera en attaque sur l'avant du pied, il va solliciter beaucoup toute sa loge postérieure. Il va y avoir une grosse contrainte. On sait que la vitesse, bah, c'est aussi un facteur qu'augmente beaucoup les contraintes sur notre tendon. Plus on va vite, plus la contraction est rapide, et plus le tendon, bah, il subit des contraintes qui sont importantes. Ça, c'est une étude qui a un nom qui est facile à retenir, Starbuck, aucun lien avec l'autre, mais voilà. Donc, on va se concentrer, nous, sur demander à notre patient, est-ce que tu fais des séances de vitesse? Donc, on sait que les séances de vitesse, on va mettre de la contrainte sur notre tendon d'Achille et qu'il a des chances de passer en attaque sur l'avant du pied. La cadence de foulée, c'est un truc que vous avez peut-être souvent entendu parler de ça. On va vous dire, voilà, il faut que tu aies une cadence autour de 180. Classiquement, on estime que quand tu as une cadence qui est comprise entre 170 et 190 pas par minute, normalement, tu devrais avoir une diminution des contraintes sur ton tendon d'Achille. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, quand tu augmentes ta cadence, à chaque pas, tu as une contrainte qui est moins importante. Par contre, comme tu fais plus de pas par minute, du coup, tu as des contraintes qui arrivent plus souvent. Elles sont moins fortes, mais elles sont plus fréquentes. Et ça, ils se sont rendus compte, malheureusement, qu'il y a des patients qui ne tolèrent pas très bien ce truc-là. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? On teste, on regarde, on essaie d'augmenter un peu la cadence de notre patient. Si ça soulage ses symptômes, tant mieux. Et puis si au contraire le patient vous dit, j'ai un petit peu plus mal, c'est que la diminution de la contrainte à chaque pas était moins importante que la multiplication des contraintes que vous avez fait chaque minute. Ça joue surtout sur les corporéales. Sur les anthésopathies, un point qui est très important, c'est plus vous augmentez votre cadence, plus il y a des chances que votre tendon, que votre patient ne s'effondre pas sur la phase d'appui. Je vous ai dit, quand on est en phase d'appui, votre patient, sur une anthésopathie, il a des chances de s'effondrer, d'avoir des angles qui augmentent, beaucoup de flexion dorsale de cheville. Quand vous augmentez la cadence, comme par magie, il ne s'effondre plus, et là, ça va soulager un petit peu ses symptômes. Donc, il n'y a pas de règle. Encore une fois, la règle, c'est de tester sur le patient. Est-ce que ça le soulage? Est-ce que ça ne le soulage pas? Et comprendre, si ça ne le soulage pas, pourquoi ça ne l'a pas soulagé. Le terrain, ça aussi, c'est un truc qui va beaucoup jouer sur nos coureurs. C'est que concrètement, en fonction, si notre terrain il est plus ou moins dur, on ne va pas avoir la même foulée. En fait, à chaque dureté de terrain, on va avoir une foulée qui va s'adapter parce que notre corps il va essayer de réagir un petit peu à tout ça. Il va essayer de s'adapter à cette dureté. Concrètement, quand vous avez quelqu'un qui court sur un sol qui est très très souple, par exemple du sable un peu mou, ça c'est typique des coureurs de région parisienne. On part en vacances au bord de la mer, on se dit « Oh, c'est sympa de courir au bord de la mer ». On va au bord de la plage et là, malheureusement, le sable est très mou. Et spontanément, on va se mettre plus sur l'avant du pied. On va avoir une cadence qui augmente et on va avoir une attaque qui va être plutôt sur l'avant du pied. Si, encore une fois, vous avez une tendinopathie qui est corporéale, ça va augmenter un petit peu les contraintes. Si vous avez une anthésopathie, ça les diminuera peut-être un petit peu. Ce qu'on sait, c'est que sur une surface souple, vous avez 10 fois plus de risque de faire une tendinopathie. Sur une surface dure, du béton par exemple, vous avez 53% de risque de moins de faire une tendinopathie. Quand vous êtes sur du béton, il y a de très fortes chances que vous passiez en attaque talon et que du coup, votre patient qui a une tendinopathie d'Achille, il se porte un petit peu mieux. Donc pour une fois, malgré l'idée reçue, où beaucoup de coureurs vont vous dire « Ah, il ne faut surtout pas courir sur du béton, ça crée beaucoup de contraintes, tu vas avoir plein de douleurs ». Finalement, courir sur du béton quand on a une tendinopathie d'Achille, c'est peut-être une façon de moduler ses symptômes et de faire qu'il va avoir un petit peu moins mal. Le dénivelé, dès que vous êtes en montée de côte, vous avez de très 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 fortes chances de passer en attaque sur l'avant du pied. Donc encore une fois, ça va être des contraintes sur notre tendon d'Achille et sur nos tendinopathies corporéales. Attention aux descentes, parce que là, effectivement, on attaque un petit peu plus par le talon. On a une cadence qui a tendance à diminuer un petit peu en descente, et on a tendance, du coup, à s'effondrer un petit peu plus en descente de côte. Donc là, pour une anthésopathie, les descentes de côte, c'est un truc qu'on n'aimera pas non plus. La fatigue, plus on est fatigué, alors ça arrive au bout de
6-7 km, hein, même sur un coureur un peu élite, au bout de 6-7 km, on va avoir des premiers signes de fatigue musculaire qui vont faire qu'on va s'effondrer gentiment en phase d'appui. On va diminuer la raideur de jambe. Donc la raideur de jambe, ce n'est pas juste la raideur de l'os, c'est aussi notre capacité à maintenir nos articulations constantes. Et donc, en phase d'appui, on va tendance à s'effondrer un petit peu. Ce qu'on sait aussi, c'est que quelqu'un qui attaque sur l'avant du pied, la loge postérieure de jambe, elle est très très fatigable. Donc on va avoir du mal à tenir longtemps en attaque sur l'avant du pied. Quand on fait courir quelqu'un sur un tapis dans nos cabinets, on va peut-être voir des gens qui, sur 2 minutes, effectivement, sont en attaque avant-pied, pas de problème. Et puis ils se sont rendus compte que même les meilleurs mondiaux au marathon, quand on regarde sur la ligne de départ, ils sont tous sur l'avant du pied, pas de souci. Et puis plus les kilomètres passent, et plus on voit qu'il y a un nombre important, voire pas dire tout le peloton, qui va passer en attaque talon. Parce que si on veut rester en attaque sur l'avant du pied, on va consommer beaucoup de glycogène, beaucoup d'hydrates de carbone. Ça, c'est des molécules qui sont très très lourdes. Si on voulait faire par exemple un 10 km entièrement en attaque sur l'avant du pied, il nous faudrait à peu près 40 kg de glycogène. Alors il y en a qui ont essayé, sous perfusion, avec une remorque à côté, etc. Mais ce n'était pas très très pratique. Donc du coup, nos coureurs passent en attaque talon avec la distance. Et puis, ça évite le mur du marathonien. Parce que le mur du marathonien, c'est quoi? C'est qu'à un moment, on a peut-être trop consommé d'énergie. Donc, on a bouffé tout notre stock de glycogène. Et puis, vers le 30e, 32e, 35e kilomètre, on met l'interrupteur sur off. Et là, la fin de course devient très, très difficile. Donc, même les marathoniens attaquent sur l'avant du pied au début, passent en attaque talon. Et éventuellement, sur le dernier kilomètre, s'il leur reste un peu d'énergie, s'ils ont un peu de motivation, ils réaccélèrent un petit peu et ils repassent sur l'avant du pied. Ce qui est important là-dessus, c'est de se dire que quand on fait des corrections de foulée sur un patient qui attaque talon, à qui on va essayer de faire une correction de foulée pour qu'il passe mi-pied ou avant-pied, cette correction, alors elle peut être durable à l'échelle de l'année, mais à l'échelle d'une course, il va passer sur l'avant du pied pendant peut-être quelques mètres, quelques kilomètres, mais qui ne pourra pas rester tout le temps sur l'avant du pied. Par contre, quelqu'un qui a une problématique d'attaque talon, tu le fais passer sur l'avant du pied, tu lui fais courir un 10 km, même s'il court que 2 ou 3 km sur l'avant du pied, c'est 2 ou 3 km où il a diminué les contraintes, il sera un petit peu mieux, et puis les 7 km qui restent, ce ne sera peut-être pas suffisant pour redéclencher une douleur. Donc c'est intéressant quand même s'il faut garder à l'esprit qu'il ne pourra pas rester comme ça tout au long de sa course. À la chaussure, on arrive, on essaie de balayer un peu toutes les problématiques de notre coureur. La chaussure, c'est souvent un truc qui est surcoté, mais qui tient beaucoup d'importance dans l'esprit de nos patients coureurs, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il y a une chaussure qui leur fait courir un peu plus vite. Peut-être qu'on dessine Flash McQueen dessus, et puis du coup, on gagne encore plus de vitesse. Ou, à l'inverse, Flash McQueen, il y en a qui ne connaissaient peut-être pas, où il est temps d'aller manger. Ou à l'inverse, on a peut-être certains pensent que certaines chaussures vont limiter les risques de blessure. C'est pas tout à fait si simple que ça. Ce qu'on sait, c'est que plus une chaussure va être légère, plus on aura une capacité à maintenir une bonne cadence. Alors ça peut nous aider, comme ça peut aussi multiplier les contraintes et du coup être un petit peu problématique pour notre coureur. La talonnette, au début, on a sorti des talonnettes en se disant super, si on met une talonnette, le tendon d'Achille il va être en position plus courte. Alors c'est là que les auteurs ne sont pas d'accord, parce qu'on nous dit d'un côté, tu auras moins de contraintes, mais d'un autre côté, quand on regarde le risque de blessure, tu as autant de gens qui se blessent sur le tendon d'Achille qu'ils aient une talonnette ou pas de talonnette. Par contre, la talonnette, c'est un truc qui est intéressant, parce que quand tu as une talonnette, tu t'effondres moins en phase d'appui. Donc à la limite, ça c'est un truc, vous avez un patient qui s'effondre, qui a une enthésopathie, qui est un peu douloureux au début, vous lui mettez une petite talonnette, et finalement, il s'effondrera moins, et quasi d'emblée, il va vous dire « Ah bah là c'est cool, j'ai plus mal quand je cours ». C'est ce qu'on veut. Au début, c'est moduler la douleur et faire qu'il ait plus mal. A l'inverse, si tu enlèves complètement la talonnette, ce qu'on appelle se mettre en drop zéro, donc le pied complètement à plat, tu vas avoir plus de traction sur le tendon, mais finalement, cette traction, elle va faire que le tendon il va s'adapter, et c'est un petit peu comme si on faisait un Stanish ou un heavy slow resistance, et que cette contrainte en plus, c'est une façon de rééduquer notre tendon. On a des patients, tu leur enlèves la talonnette, tu leur mets le pied à plat, et finalement, ils vont te dire « Ah c'est super, je reviens de ma course et j'ai beaucoup moins mal ». Ouais, on a tracté sur le tendon, et cette traction, certes, c'est une sollicitation, mais ça va jouer sur les phénomènes douloureux. Donc, il n'y a pas complètement de règle. En pratique quotidienne, faut penser qu'un changement de chaussure, quand vous changez la chaussure à un de vos coureurs,
c'est un changement qui est agressif parce que vous lui imposez finalement une nouvelle foulée, vous lui imposez un nouveau schéma moteur, vous lui imposez un truc qui va être de façon pas progressive, donc c'est d'emblée. Alors que si vous lui faites une rééducation à la course, si vous lui faites changer sa foulée, vous allez peut-être obtenir les mêmes résultats, mais le cerveau va être un petit peu moins bête. Il va se dire, ok, je vais modifier un peu la façon dont je pose le pied, je pose le genou, mais ça va être plus progressif, et du coup, ce sera moins douloureux. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on va toujours essayer de travailler d'abord notre foulée, et si on n'arrive pas à nos résultats avec de la foulée, à ce moment-là, on essaiera de changer un peu les chaussures, mais en y allant toujours très progressivement, parce que plus on fait un changement qui est important, et plus on va avoir des contraintes, et plus on est à risque de reblesser notre coureur, ce qu'on veut absolument éviter. Ce qu'on veut, c'est l'améliorer, pas le blesser. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ces quelques contraintes qu'on peut avoir sur le coureur, sur la tendinopathie, on a un petit peu deux phases quand on a des patients qui viennent au cabinet. On a une première phase, le patient arrive, sa première demande, c'est de dire « j'ai super mal, enlève-moi la douleur ». Alors, certains vont prendre, pourquoi pas, des ultrasons ou des ondes de choc. C'est une façon de faire, peut-être pas la meilleure. Mais ce qu'on veut, nous, au début, avec la course, c'est limiter au maximum les contraintes. Ce qu'on veut, c'est qu'on envoie notre patient courir, mais on va tout moduler. Vous avez vu qu'on a plusieurs curseurs. Il faut s'imaginer face à une table de mixage. On va pouvoir jouer sur la vitesse, on va pouvoir jouer sur les côtes, on va pouvoir jouer sur la nature du sol, sur les chaussures, sur la fatigue. Et ce qu'on veut, c'est trouver ce qui va adresser le coureur et va faire qu'il va pouvoir diminuer sa symptomatologie. Une fois qu'il a un petit peu moins mal, une fois qu'on a réussi à vraiment commencer à améliorer tout ça, petit à petit, on va rentrer dans une phase où il va falloir qu'on solidifie un peu notre tendon. Ça va être le bon moment pour attaquer nos protocoles Stanish ou nos Heavy Slow Resistance ou d'autres protocoles, Alfredson, il y en a plusieurs. Dans cette phase où on solidifie le tendon, il faut penser que notre patient il va continuer à courir. En général, il a moins de symptômes, mais on garde un petit peu la main, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a plus de douleur que le tendon il est revenu complètement solide, fiable, sûr. Donc on va essayer de réintégrer toutes ces contraintes petit à petit, une à une. L'idée, c'est vraiment de les intégrer une à une, parce que si vous intégrez toutes les contraintes d'un coup, que vous l'envoyez courir vite sur un terrain mou en montée de côte, ça vous fait 3-4 items différents, et que s'il a mal, vous ne savez pas quel item lui aura fait mal. Donc par exemple, on va se dire, ok, on rajoute les côtes d'abord, puis ensuite on rajoutera la nature du terrain. Puis ensuite, si ça va toujours bien, on changera les chaussures, ou on rajoutera de la vitesse, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir la main sur la façon dont notre coureur court. Si on veut réduire les douleurs, à la limite, un moyen très simple, c'est de se dire, ce qu'on veut, c'est rester entre une douleur qui est entre 3 et 5. Douleur 3 et 5, c'est toujours très variable d'un patient à l'autre. Et ce qu'on veut, c'est parler le même langage. Donc, on va essayer de s'appuyer sur la symptomatologie. Une douleur à 5, c'est une douleur qui peut tolérer un petit moment, mais au bout d'un certain temps, il va vouloir arrêter la course ou il va vouloir changer la façon dont il court. Quand votre coureur commence à se dire, tiens, là, il va falloir que je pose mon pied un peu différemment, c'est qu'il a une douleur à 5, c'est que c'est un peu trop important, et c'est le bon moment pour lui de ralentir ou de repenser à tout ça. On a vu, il y a plein de façons de moduler la douleur, encore une fois, en jouant sur le terrain, sur les chaussures, sur la foulée, sur la distance, sur la vitesse. Ça, c'est une façon de l'abaisser. Dans la pratique quotidienne, ce qu'on va vouloir réaugmenter en premier, c'est d'abord le volume. Parce qu'en général, le coureur, il tolère beaucoup mieux son volume qu'il va tolérer les séquences de vitesse. Donc on lui dira, ok, tu peux courir 7 km sans douleur, très bien, la semaine prochaine, on va courir un peu plus de 7 km, peut-être 7 km et demi ou 8 km, et si tu as toujours pas mal, on remonte en volume, et une fois qu'il a atteint un volume qui est à peu près équivalent au volume qu'il fait d'habitude, à ce moment-là, on réaugmente un peu la vitesse. C'est très fréquent que le coureur va vous dire, j'arrive à courir, mettons, 10 bornes à 12 à l'heure, ça va très bien, par contre, si je cours 10 bornes à 13 ou 14 à l'heure, là, j'ai des douleurs. Donc, on supprime d'abord la douleur, la vitesse, et ensuite on la remonte progressivement. Ce qu'on veut aussi, quand il court, c'est qu'il n'ait pas de douleur plus d'une heure ou deux après qu'il ait arrêté de courir. Ça, c'est un signe inflammatoire. On a vu cette micro-inflammation locale, c'est qu'à un moment, on a trop sollicité notre tendon et qu'on a été un petit peu trop loin dedans et qu'il s'est fait un peu mal. Donc on veut sortir un petit peu de ce schéma-là. Donc on lui dit la consigne, ça malheureusement on le sait qu'après, mais la consigne, c'est si tu vas courir et que tu as eu mal et que ça se prolonge après l'arrêt de l'effort, c'est que ta séance, c'était trop dur pour toi à ce moment-là. Et pensez temps de repos, parce qu'un tendon, quand vous le sollicitez qui fait un gros effort,
Pendant 24 heures derrière, il va être un petit peu plus fragile. Au bout de 48 heures, il sera un peu plus solide. Il va faire un peu un yo-yo. Mais pendant 24 heures, il va être plus fragile. Donc pendant 24 heures, on fait peut-être autre chose. On l'envoie nager, on l'envoie à la salle de sport, faire du crossfit, faire des séances de kiné. Mais il ne va pas courir 2 jours de suite. On essaie de mettre toujours un petit 24 heures, 48 heures de repos. Ça limitera un peu les contraintes et ça nous permettra de progresser un petit peu plus vite. Sur ce tableau, j'ai essayé de vous résumer un petit peu, fonction qu'on soit sur une corporeale ou sur une anthésopathie. En vert, on peut y aller, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et puis en jaune, c'est ce qui est un petit peu moyen, c'est ce qui est un peu patient-dépendant. Et en rouge, c'est ce qui est vraiment à éviter et à limiter un petit peu dans les pratiques, en tout cas quand on veut réduire la douleur. Par exemple, on voit que sur un patient qui a une tendinopathie corporeale, un terrain souple ou mou, au début, ça va être un petit peu « non, on coupe sur ce truc-là ». Une montée de côte, on coupe sur ce truc-là. L'attaque sur l'avant du pied, alors c'est difficile de lui dire on coupe sur ce truc-là, mais on essaie de limiter les situations où il est sur l'avant du pied. On va limiter les fractionnés, parce qu'un fractionné, c'est là où il va faire beaucoup de vitesse, beaucoup d'avant-pied, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on a quand même des petites différences entre l'anthésopathie et la corporeale. Et là, il faut essayer de bien, dans notre bilan, différencier les deux, parce que ça se réduit pas tout à fait exactement de la même façon. Une fois que notre patient va mieux, une fois qu'on a diminué nos symptômes, à ce moment-là, on rentre dans cette phase où on veut réaugmenter un petit peu tout. Et donc, pour réaugmenter, repréparer notre patient à courir le mieux possible, il faudra aller faire du renforcement, il faudra aller taper dur. Le renforcement, pour rappel, c'est qu'on est minimum à 70% de sa force maximale. La force maximale sur un tendon d'Achille, c'est se dire on est capable de porter 1,5 fois le poids du corps en unipodal. Donc on le met sur un pied, il peut porter le poids du corps. S'il fait 80 kg, vous pouvez lui mettre 40 kg sur le dos. Et donc, il peut avoir 120 kg en montée et en descente. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Au début à vitesse lente, puis on augmente la vitesse petit à petit. Et puis, quand il va courir, on va essayer de moduler au maxi toutes les contraintes. Et un petit point qui est important, souvent nos coureurs nous disent ouais, j'ose pas trop courir. On sait qu'on est plus à risque de blessure dès qu'on court moins de 15 km par semaine ou dès qu'on court moins d'1 heure, 1 heure et demie par semaine. Moins votre athlète s'entraîne et plus il est à risque de blessure. Vous verrez classiquement, on a toujours beaucoup plus de coureurs du dimanche dans nos patients que de coureurs qui sont en club et qui s'entraînent 4-5 fois par semaine. Parce que le coureur du dimanche, il met une contrainte le dimanche, puis tout le reste de la semaine, il se déconditionne, et le dimanche d'après, il se remet une grosse contrainte sur un tendon qui est déconditionné. Alors que quelqu'un qui va courir tous les 2-3 jours, finalement, il met des contraintes régulières, il va être un petit peu plus solide, et il va être un petit peu plus à même d'encaisser toutes ces contraintes-là. Donc je vous dirais un peu en conclusion, il n'existe pas de foulée idéale. Comme disait Otis, un scribe égystien, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise foulée. Il convient d'écouter un petit peu le patient à son ressenti. Moi, si je devais résumer ma pratique avec vous, je dirais que la cinématique, c'est qu'un élément de l'équation, le terrain, les pentes, les vitesses de course, la fatigue, la condition physique, tout ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Et c'est curieux de se dire que finalement, comprendre les causes de la blessure mène à sa prise en charge. Moi, je pourrais faire tout le discours comme ça, pour ceux qui ont la référence. Ceux qui ne l'ont pas, allez au cinéma, vous verrez, il y a de très bons films français. Je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Désolé, on va un petit peu vite, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer la journée complète à parler de tendinopathie, d'Achille et de course à pied. Essayez de retenir qu'il y a plusieurs variables dans la pratique de nos patients et que maîtriser un petit peu ce que fait le patient à l'entraînement, c'est maîtriser ce qui crée des contraintes sur lui. Et c'est finalement, une fois que vous avez identifié ce qui lui fait mal, vous le réduisez un petit peu, il a plus mal. Et puis petit à petit, vous faites ce que vous avez à faire en séance et puis vous réincorporez le tout. Et ça se passera plutôt bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir. Et si vous n'avez pas de questions, c'est que j'ai été très clair et je vous remercie.